Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 10 novembre 2022 et je continue mes parties de philosophie simultanée. Voilà, avec cette somme de champions. Étienne Barillet, Lucien Gerfagnon, Boleslav Misinski, Condillac, Frédéric Ildefonse, Simone Manon, Descartes, Pierre Hadot, Heidegger, Kant, Aristote, Albert Camus et les deux qui ont déjà été faits. Voilà, alors aujourd'hui c'est celui-ci qui va venir, Étienne Barillier, Nous autres civilisations. Voilà, cet ouvrage. Donc, Nous autres civilisations, Amérique, Islam, Europe. Alors curieusement, il y a donc ces trois sociétés, Amérique, Islam, Europe, parce que c'est le rapport entre ces trois civilisations dont il va être question. J'ai parcouru un tout petit peu, j'ai picoré sur cet ouvrage. Et comme d'habitude, voilà, je vais prendre quelques passages. Alors, pour les autres, j'ai commencé par la table de matière, mais là, elle est trop succincte. Je vais la lire quand même, mais elle permet pas finalement d'avancer. Donc, je picorerai un petit peu des parties de texte. Et voilà, c'est un prétexte. J'utilise ça comme prétexte pour dériver sur l'explication, l'éclairage de la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et selon lequel l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà, pour moi, l'humanité évolue et elle va vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est évidemment une perfection technique pour que l'homme, les êtres humains qui vivront je pense qu'il faudra encore quelques siècles pour atteindre cet état-là d'ultime perfection. Euh, mais donc il faudra évidemment qu'il y ait que l'humanité ait atteint une perfection technique, sociale, etc., organisationnelle, un monde, voilà, vraiment qui a atteint le degré parfait d'écologie, donc des villes, des villages, qui soient parfaitement autonomes, autosuffisants, qui ne pompent plus sur les énergies non renouvelables, qui tire son énergie du soleil, du vent, voilà. Et, et puis que l'humain, dans ce cocon, dans cette œuvre, dans cette perfection technique, est atteint aussi une perfection psychique, le plus haut sommet de son perfectionnement psychique, ce qu'il travaille depuis des millénaires. Voilà, depuis que nous sommes organisés en humanité, que nous nous sommes détachés du monde primate naturel dans lequel nous vivions, nous travaillons sur nos pulsions. Nous travaillons sur notre désir de nous affirmer au détriment d'autrui. Nous travaillons sur notre agressivité, sur notre violence, etc. Même si c'est pas, on a toujours l'impression que les choses n'évoluent pas. Mais évidemment, on est beaucoup moins violent aujourd'hui. On est beaucoup plus maître de nos pulsions qu'il y a 50 ou 100 000 ans ou 500 000 ans. Et même qu'il y a 10 000 ans, et même qu'il y a
voilà, 2000 ans, et même à l'époque grecque, etc., romaine, les relations n'étaient pas du tout, à mon sens, c'était beaucoup plus, l'homme maîtrisait beaucoup moins bien ses pulsions en réalité. Ces pulsions abusantes, on va dire. Hein. Voilà. Et, euh, et on va vers cette maîtrise, même s'il y a des moments de recul. Là, on est dans un moment de recul, on peut le dire comme ça. Les 40 dernières années ont laissé libre cours aux pulsions. C'était, voilà, on, on les a libérés. Alors, c'est toujours des moments importants. Tout ce qui se fait dans l'humanité ne se fait pas pour rien, même si nous n'en avons pas la conscience, mais les moments par lesquels nous devons passer sont fondamentaux, y compris les moments tragiques, les guerres, etc. Ils modifient, ils travaillent notre évolution. Ils apportent à notre évolution, justement notre évolution vers l'ultime perfection, ils apportent des choses fondamentales. Et bien sûr qu'on est révolté, par exemple, par l'horreur, par la guerre, par le pire que l'homme puisse faire, mais c'est aussi à travers ça que ça se passe. Alors, il n'est pas question de vénérer le pire, mais il est question de le comprendre, de comprendre l'apport qu'il amène. Une fois que c'est réalisé, que le pire a été réalisé, la logique voudrait qu'on l'analyse. Et c'est pas vraiment ce qu'on fait. On n'a pas complètement analysé, par exemple, la dernière guerre mondiale et ses horreurs. On a regardé, mais on n'a pas analysé clairement, correctement, comment un homme, par exemple, peut, un psychopathe peut ne pas être détecté par la société, monter progressivement jusqu'à atteindre les sommets du pouvoir, prendre le pouvoir et thésauriser le pouvoir, tuer ses opposants et rentrer dans une dictature et déclencher une guerre où il va tuer, être responsable de 50 000 morts, de 50 millions de morts. Bon, on n'a pas compris comment se protéger des psychopathes. Et le psychopathe, en dessous du psychopathe, c'est le narcissique, c'est la perversion narcissique qui est là. En dessous de la psychopathie, c'est la perversion narcissique qui est qui veut s'affirmer aux dépens d'autrui, toujours pareil, qui veut arriver au pouvoir, qui veut imposer ses règles, mais tout en restant dans la légalité, selon la légalité dans laquelle il est, mais qui va même adapter la légalité de son moment pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir jouir de sa toute-puissance. Donc s'il est en démocratie, il va abuser de la démocratie, il va, voilà, tout en restant dans la légalité pour ne pas se faire attraper, mais il va la dévier, il va passer par les côtés, il va abuser de la bienveillance du peuple. Un homme politique qui monte avec cet état d'esprit, il va trouver les moyens d'abuser la démocratie, de contourner la démocratie pour abuser le peuple. Et c'est ce qu'on voit avec les 40 les 40 ans qui viennent de passer sous le néolibéralisme. Pour que le néolibéralisme ait pu ravager les acquis sociaux, vendanger tout ce qui avait été gagné de haute lutte par les luttes ouvrières, etc. S'il a pu ravager tout ce qui avait été offert au peuple, c'est-à-dire c'est voilà les
les nationalisations, c'était les cadeaux du peuple, c'était ce qui appartenait, c'était les bijoux de famille du peuple, en somme. Eh ben, le néolibéralisme a disséqué tout ça, se les partagé, l'a vendu, etc. Et en plus a pris l'organe qui appartenait normalement au peuple, et qui était beaucoup plus proche du peuple, d'ailleurs, quand c'était le pouvoir qui le gérait, je parle des médias, même s'il y avait de la censure, la censure était moins oppressive que la maîtrise que la censure indirecte et de velours proposée par l'oligarchie. Voilà, ça c'est mon point de vue, attention. Voilà, donc on va... je vais commencer à lire je vais lire la table des matières. Donc, une excellente idée. Miroir, miroir, dis-moi, terroristes nous sommes, les floués de la terre, le sacré et le profane, séparez-vous des femmes, Athènes et la Mecque, et Washington, aux dieux inconnus. Et note, voilà. C'est pourquoi là, je ne peux pas vraiment m'appuyer sur la table des matières pour pouvoir dériver sur mon... Alors, à mon avis, cet ouvrage, je ne l'ai pas lu, mais pour le peu que j'ai picoré dans les premières pages, là, je pense qu'il parle il a écrit à la sortie, je pense, du 11 septembre et du drame que ça a été, donc l'acte terroriste qui s'est abattu aux États-Unis. Et donc, il analyse un petit peu comment le monde l'a reçu, cet événement. Comment certains se sont dit, voilà, l'Amérique vient de... Ce que l'Amérique vient de vivre, c'est le résultat de sa politique extérieure. Voilà, pour certains, c'était ça. Pour d'autres, c'était un acte terroriste dont on ne devait même pas analyser le fondement, mais qui devait être condamné immédiatement, etc., et qu'il était logique de venger, entre guillemets. Voilà. Je pense que c'est un petit peu comment ça a été vécu à ce moment-là. Bon, je vais commencer à lire des passages et nous verrons. Donc, c'est ce qui s'est produit avec les attentats du 11 septembre 2001. Soit de la culpabilité de l'Occident et l'ignominie américaine. Comment expliquer et comment qualifier cet événement ? Point d'interrogation. La révolution copernicienne aurait consisté à se demander si d'autres facteurs n'entraient pas en considération et s'il ne fallait pas changer de point de vue. Mais non, quand on tient une théorie qui nous satisfait, on ne sera jamais démuni pour lui subordonner le réel et pour multiplier les épithètes mentaux. J'essaie de montrer dans quelle complaisance et quelle confusion intéressée sont alors tombés, en prétendant vérifier cette théorie, beaucoup de ceux qui passent aujourd'hui pour des autorités, et comment ils ont érigé en principe d'explication une haine de soi qui est la maladie sénile du narcissisme. Alors ça, c'est pour l'Occident, je pense, dont il parle. Il parle de cette haine de soi qui va faire que on va porter toute la responsabilité à l'Occident. Et sans aller voir la complexité. Alors, je continue et on ouvrira un peu plus loin. Nous n'y verrons clair à nouveau que si nous abandonnons cette malheureuse vision ptoléméenne qui met la terre occidentale est coupable au centre du monde
Et si nous reposons quelques questions très élémentaires, qu'est-ce que l'Europe? De quoi est-elle faite? À quoi faut-il l'opposer pour la poser? À l'Orient? Point d'interrogation. À l'islam? Point d'interrogation. Ou au contraire à l'Amérique. Les origines qu'un Paul Valéry donnait à notre civilisation au moment de redouter sa fin sont-elles définitivement perdues, oubliées, inutiles? Sinon, que faut-il en faire? Que faut-il faire de Rome, d'Athènes, de Jérusalem, en face de Washington et de la Mecque? Alors voilà. Évidemment, il y a ces deux mondes. Et c'est en résonance d'ailleurs avec l'ouvrage que j'ai essayé d'un peu... à partir duquel j'ai commencé un petit peu à, à, à commenter, de René Guénon, la crise du monde moderne entre l'Occident et l'Orient. Alors évidemment qu'il y a cette crise, qu'elle existe, qu'elle est là. Et elle est là dans mon explication parce que l'Occident s'est déconnecté en se déconnectant de sa branche mystique en partant, en utilisant la rationalité absolue, le matérialisme absolu, en disant le religieux, le spirituel, c'est pour chez vous, je ne veux pas le voir, je ne veux même pas en entendre parler. À la limite, je ne veux pas entendre le muezzin, je ne veux pas entendre les cloches sonner, je ne veux pas vous voir à l'entrée de la synagogue, de l'église ou de la mosquée ou du temple. Voilà, c'est quelque chose qu'on veut repousser de plus en plus. Ce n'est pas ce qui s'est passé, évidemment. Parce que l'Occident, malgré tout, est resté dans la tolérance de la religion. Et elle était là. Mais il y a eu une sorte de réaction contre contre le fait ça a été assimilé pour les croyants, pour ceux qui voulaient préserver le spirituel, ça a été assimilé comme on veut nous éliminer, on ne veut pas nous laisser nous exprimer, en somme. Et c'est valable pour le christianisme, pour toutes les religions qui ont ressenti finalement cette chose-là. Et ça a fait monter finalement ça a fait monter du radicalisme, bien entendu, en face de ça. Et donc, le radicalisme ne comprend pas l'intérêt de l'Occident, de ce que fait l'Occident pour l'humanité, c'est-à-dire faire monter la laïcité et donc la liberté de culte, libérer ceux qui sont opprimés par la religion, etc. C'est ça qui est aussi derrière derrière la laïcité. Évidemment, il y a deux choses derrière cette force qui veut imposer la laïcité comme une sorte de nouveau dogme. Il y a le désir de libérer ceux qui sont opprimés par le spirituel encore sur le monde, dans le monde. Ça, c'est le côté positif. Et il y a le fait de tout marchander, d'écarter le spirituel parce que c'est pas vendable, parce que c'est pas quelque chose qui... voilà, ça gêne le business en somme. Donc on va écarter le spirituel pour pouvoir faire passer le marché pour la société de consommation, pour le néolibéralisme. Et là, c'est ce qui est mal perçu par le spirituel en somme. Et tout ça, c'est que des questions de relations, de dialogue entre les deux. Et ce qui s'est passé, c'est que le monde laïque n'a pas compris non plus
les velléités du monde spirituel. Et là, c'est extrêmement difficile parce que on est tous, et d'ailleurs c'est exactement ce qui se passe pour les guerres, c'est-à-dire que c'est la peur d'être anéanti par l'autre, d'être submergé par l'autre. Donc la laïcité a eu peur de donner du pouvoir au spirituel, de peur d'être avalé par lui, de dire, bon, si on lui donne ça, il va nous prendre ça, il veut tout, etc. Et idem de l'autre côté, si on laisse faire le laïc, si on le laisse nous repousser tout le temps au lembe, il va finir par nous interdire de notre culte. Donc c'est la peur mutuelle qui fait ça. Et c'est la peur mutuelle qui fait les guerres. Aujourd'hui, la guerre actuelle, c'est la peur de l'Occident d'être avalé par les prétendants au trône, qu'il considère comme des prétendants d'ailleurs, qui veulent le remplacer. Pour lui, pour lui, la Chine, la Russie, etc., les BRICS, les nouveaux, ceux qui luttent contre l'Occident, c'est qu'ils veulent sa place. Et il ne peut même pas imaginer qu'ils veulent partager le pouvoir, par exemple. Et que, en fait, c'est pas un changement de domination. Et pareil pour ceux qui sont les prétendants et qui sont devant un dominant qui ne veut pas lâcher qui veut pas lâcher prise. Voilà. Et donc, pour revenir à cette voilà, je continue comme ça, on va voir. Plus simplement encore, que faut-il faire de la seule civilisation du monde qui ait commencé d'ériger l'être humain en responsable unique de lui-même? Faut-il y renoncer? Faut-il se résigner au retour du religieux? Point d'interrogation. Voilà, et c'est là où il y a, évidemment, que le seul responsable unique de soi-même, ça veut dire qu'on refuse la place du divin, qui serait au-dessus de tout, qui serait au-dessus de tout, et qui permettrait en même temps d'amener un peu de compréhension dans le comportement humain, qui permet de pouvoir comprendre la complexité de cette évolution, pourquoi elle se passe comme ça. Donc il y a un problème, mais partir dans le sens inverse, faut-il y renoncer? Faut-il se résigner au retour du religieux comme toute puissance? Non, évidemment. Voilà, c'est une question de place à accorder, de respect mutuel. Et ce respect mutuel, s'il ne s'impose pas, c'est pas possible. Mais il y a devant certains éléments, il ne doit pas, ce respect mutuel, il ne peut pas s'imposer. Face, par exemple, au terrorisme, l'humanité a choisi la voie logique, c'est-à-dire de le bannir, de ne pas chercher à le justifier, même s'il y a des justifications possibles, même si, voilà, on peut et c'est ce qu'il combat, je pense, Étienne Barillier. C'était à l'époque, il y avait les justifications. C'est normal que, voilà, etc. Non. Le terrorisme qui implique sciemment des innocents, ça n'a rien à voir avec les dégâts collatéraux qui impliquent aussi des innocents, bien entendu. Et très certainement que les guerres provoquées par les États-Unis ont beaucoup plus de morts innocentes sur leur conscience que le terrorisme. Mais le terrorisme doit être combattu totalement, tout simplement parce que normalement, c'est une opposition à un système oppresseur. Il y a un système oppresseur,
C'est pour ça que le terrorisme a été utilisé par tous les courants faibles de la Terre, à tous les moments, tous ceux qui ont été oppressés par un système et qui n'arrivent pas à lutter clairement à armes égales avec un dominant, et qui n'arrivent pas à passer autrement, vont utiliser cette chose-là. Ça a été utilisé en permanence. Mais dans une démocratie, puisque nous sommes dans des systèmes démocratiques, et le 11 septembre 2001, on était dans un système démocratique, le monde démocratique dit, en substance, en disant je veux pas justifier, je veux pas vous écouter, je veux pas écouter votre acte, je veux pas le justifier, cet acte-là. Donc voilà, c'est ce que disent les gouvernements aux États-Unis quand il y a cette catastrophe. Il n'y a pas d'essai, ils ne cherchent pas à essayer de comprendre. Ce sont des penseurs, des philosophes qui vont essayer d'analyser la chose. Mais l'État, lui, dit non, voilà, je déclare la guerre au terrorisme. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, dans une démocratie, normalement, on ne doit pas utiliser la violence quand on est en opposition. Évidemment, c'est extrêmement compliqué, mais tant qu'on peut faire passer la critique, tant qu'on peut monter des associations, faire des groupes, faire des mouvements non violents, trouver des stratégies, faire travailler sa tête pour trouver des stratégies pour combattre un oppresseur, c'est ça qui doit être fait. La démocratie demande aux opposants, faites travailler symboliquement, c'est pas verbalement, elle s'en rend pas compte, c'est intuitif, c'est inconscient ce qu'elle fait, mais elle demande au monde, aux opposants, de faire travailler leur tête pour trouver des solutions pour s'opposer aux choses. Voilà. Et donc, alors évidemment, quand on épuise quand on est face à un système démocratique sourd, c'est extrêmement compliqué, mais en même temps, même devant une surdité, on ne doit pas mettre de violence. Et en fait, c'est ça que fait le monde moderne, l'Occident. L'Occident oblige en fait à dévaluer le sentiment guerrier, puisqu'il ne passe pas le sentiment guerrier. C'est pas ça qui va changer les choses. La violence, il montre, tu peux venir, tu peux faire des actes comme ça, mais ça ne changera pas la chose. On restera sourd face à ça, parce que ça, on ne veut pas l'entendre. Maintenant, si tu trouves une stratégie pour faire bouger les lignes, une stratégie non violente, ça ira. Mais sinon, ça passera pas. Donc, cette surdité est là pour dévaluer la tendance guerrière de l'opposant, de celui qui est opposant et qui ne cherche pas d'autres solutions, qui ne cherche pas une solution démocratique en somme, parce que ses pulsions sont plus fortes. Ses pulsions guerrières sont plus fortes que ses pulsions intellectuelles, que sa réflexion en somme. Il y aurait, je ne sais pas moi, un monde à un certain moment quand il y avait des violences entre dans le conflit qui se passe entre Israéliens et Palestiniens. Il y avait bien sûr la solution de l'intifada, la solution même des actes terroristes, etc. Mais
ils n'aboutissent pas. Mais un monde palestinien peut aussi très bien dire ce qui, voilà, regardez le monde tel qu'il est. En démocratie, il faut que les médias, il faut toucher les médias, il faut toucher la conscience de l'humanité. Comment on peut faire? On peut se coucher tous les jours. On est oppressé, d'accord. Donc on va montrer au peuple qu'on est oppressé. Et là, les caméras vont être obligées de venir voir. Tous les jours, pendant 2 heures, on se couche sur toutes les routes de Palestine. On reste allongé comme ça, comme si on était mort. Et on symbolise ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on vit dans notre truc. Voilà, un mouvement pacifique. Et jusqu'à ce que les médias finissent par dire « bon, il faut aller, il faut y aller, il faut regarder, il faut filmer », et jusqu'à ce que ça soulève suffisamment d'éveil de conscience dans l'humanité, qu'on passe tous les barrages qui ont été mis par le système pour ne pas écouter la souffrance de cette chose-là, mais qui sont mis... Voilà, c'est des luttes mentales qui se font. Et donc, c'est des guerres mentales qui doivent se gagner. Ce n'est pas par la violence. La violence, déjà, non seulement elle est injuste, l'acte terroriste, il est injuste puisqu'il va tuer des gens qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont peut-être même du côté, peut-être que dans les taux qui ont été, dans les 3000 personnes qui sont mortes dans les Twin Towers, peut-être qu'il y avait 50% de gens qui étaient pour aider justement pour enlever la scission entre l'islam entre le monde musulman et le monde occidental. Donc ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et d'ailleurs, l'Occident oppose une surdité, et donc, depuis tout le temps, vis-à-vis du terrorisme. Il a, face au terrorisme en Italie, quand c'était les brigades rouges ou les trucs comme ça, il a dit « on ne vous écoute pas ». Et ce n'est pas pour rien que l'Occident fait ça. Il n'y a pas à écouter cet acte-là, parce que en démocratie, il y a d'autres moyens. Tant qu'il y a d'autres moyens, cet acte est pas normal. Si on est face à une dictature, alors oui, bien sûr que l'acte de tous les moyens sont permis, puisqu'il n'y a pas, la dictature ne laisse pas de place à un combat d'une manière douce, à faire passer une résistance intelligente. Voilà. Comment a fait Gandhi? Gandhi, il a réussi à faire sortir les Anglais d'Inde par la non-violence. Donc, il y a cette solution. Et là, ça veut dire que, voilà, si vous êtes dans une tendance à préférer la guerre, à préférer le combat, à préférer la violence en croyant que vous pouvez, eh bien, on vous montre à chaque fois qu'on vous ramène à la frustration. Et cette frustration, elle est là pour faire tomber l'esprit guerrier et pour faire passer l'esprit guerrier doucement vers un esprit de résistance démocratique, pour passer à un autre niveau en réalité. Donc tout est vraiment cohérent dans cette histoire. Alors, ce qui est sûr, c'est que le laïcisme européen n'est plus qu'un tout petit cap du continent croyant. Nietzsche mort, signé Dieu. Bon, qu'est-ce que je pourrais lire un peu plus quand même? Quant aux mobiles ou à l'explication du crime, les interprètes naïfs se partageaient en 2 groupes. Les uns reconnaissaient à l'entreprise, malgré sa démence apparente, une certaine rationalité, estimant que le terrorisme islamique ou non obéit à des raisons, poursuit des objectifs politiques et constitue un raccourci stratégique. Sinon la poursuite de la politique par d'autres moyens. Voilà.
C'est ça ce dont je viens de parler. Sauf que ça, on ne peut pas l'entendre dans une démocratie. Il y a toujours des moyens de faire infléchir un système démocratique par la raison. Et c'est ça ce que je disais tout à l'heure, faire que si 3 millions d'êtres humains se couchent de midi à 4 heures de l'après-midi, arrêtent, fassent une sorte de grève comme ça, pour symboliser quelque chose, voilà, comme ou prennent les techniques de Gandhi ou je ne sais pas, ça fonctionne, ça fonctionnerait. Voilà. Donc, on est devant cette chose. Et donc, estimer qu'il y a une certaine rationalité, non, on ne veut pas, même s'il y a un peu de rationalité derrière ça, même si on pourrait imaginer de la rationalité, on ne peut pas se permettre une démocratie ne peut pas se permettre d'entendre cette rationalité. Voilà, d'entendre, oui, il souffre et c'est par la souffrance que ce monde est obligé, il n'a pas d'autre solution. Si, il y a d'autres solutions. Tant qu'il y a d'autres solutions, on ne peut pas entendre ce type de moyens. On ne peut pas admettre ce type de moyens. C'est simple, c'est comme ça. Et intuitivement, la société, l'Occident va dans cette surdité. Voilà, elle oppose de la surdité. Et en fait, la surdité, ça veut dire trouver d'autres moyens, en somme, intuitivement. L'autre groupe voyait plutôt derrière la raison islamiste la fascination pour Thanatos, la rage nihiliste, le délire de mort, la violence du sacrifice primitif. Et c'est aussi absurde. C'est totalement absurde parce que là, ça veut dire non seulement on ne vous entend pas, mais au lieu de la fermer et de vous laisser trouver votre solution, on va en plus vous dire que vous êtes morbide, qu'il n'y a pas de raison que vous n'acceptiez pas votre oppression. Non. Voilà, c'est là où l'Occident aussi a son tort. Son tort. Il n'a pas à dire, à laisser ou à dire, voilà, vous êtes nihiliste. En plus, c'était totalement faux. C'est pas le nihilisme qui a conduit à ce drame. Pas du tout. C'est la rage. C'est vraiment autre chose. C'est une autre dimension. Donc, aller opposer quelque chose d'aussi absurde, là, l'Occident porte une part de responsabilité. Il eût mieux valu qu'il se taise, qu'il ne dise rien, qu'il laisse, qu'il dise non, on ne veut pas de cette façon de faire, et donc on va la combattre totalement et on ne la laissera jamais passer. Voilà. Alors, comme ces trois interprétations, alors bon, il y a peut-être, je saute et je vais un peu plus loin. Comme ces trois interprétations sont violemment anti-américaines et que je les condamne, le lecteur modérément bienveillant sera tenté de penser que j'exonère l'Amérique de toute responsabilité dans le 11 septembre 2001. Il n'en est rien. Je crois seulement que les reproches que l'Europe peut et doit faire à l'Amérique ne gagnent pas à se fonder sur des fantasmes ou des délires. La relation manichéenne à l'Amérique structure tellement notre pensée, avant toute réflexion, que nous nous trouvons à cet égard dans une position semblable aux intellectuels d'avant-guerre face au communisme. Bien sûr, ne pas être pro-communiste, c'était forcément être anticommuniste. Voilà, c'est là où bien sûr, il faut critiquer l'Occident, il faut critiquer les États-Unis dans leur façon d'aller et mettre et s'organiser pour lutter contre son autocratie, sa facilité à bombarder, etc., etc. Il faut être des Snowden, etc., des gens comme ça. C'est clair, il en faut, et c'est fondamental. Et comment ils luttent comme ça? C'est là où, si jamais
justement, si les États-Unis en venaient à tuer quelqu'un qui trouve un moyen démocratique de lutter contre, un système oppressif, alors là, il est à condamner. Voilà, c'est là où on doit condamner un système oppressif, même s'il est démocratique, et qui va maltraiter des gens qui prendraient des solutions non violentes. Chose que, par exemple, l'Angleterre n'a pas fait avec l'Inde, directement, au moins pas avec ses leaders. Elle n'a pas essayé de tuer Gandhi, qui trouvait une solution qui était démocratique en réalité. Donc c'est là où évidemment, il faut regarder aussi la démocratie, voir si ça ne devient pas une démocratie criminelle. Si elle cherche à tuer un opposant, et c'est ce qu'elle fait parfois, elle a tué des chefs d'État qui s'opposaient à l'Occident, qui s'opposaient à l'hégémonie occidentale, elle les a tout simplement éliminés. Et là, l'Occident doit être condamné face à ça. C'est clair. Et si on laisse passer ça, et là, si on le laisse passer, c'est juste parce que l'Occident détient les médias, parce que si les médias étaient libres, ben, ils condamneraient à chaque fois que l'Occident sort de sa dimension démocratique. Dès qu'elle devient criminelle, dès que l'Occident devient criminel, le système médiatique dirait tout de suite, monterait au créneau et motiverait le peuple pour que le peuple condamne l'Occident. Et donc, ce qui ferait que l'Occident pourrait vivre, aurait des garde-fous. Là, comme il n'a pas de garde-fous, ben, il devient un Occident criminel qui peut tuer tel ou tel opposant, qui peut éliminer tel ou tel chef de pays parce que ça l'emmerde, tout simplement, parce que il préfère mettre autre chose. Voilà, au lieu d'y aller par la méthode douce, dire vous avez des techniques de dictateur et le monde va s'éloigne de la dictature, donc on va vous aider à faire une transition, à passer vers quelque chose de démocratique, mais par la bienveillance. C'est ce qu'il pourrait faire, mais en fait, c'est pas ce qu'il voulait. Il voulait prendre le pétrole de la Libye, de l'Arabie, etc., de l'Irak et puis maîtriser des gens qui lui convenaient pas, qui s'opposaient à lui. Et ça, c'est absolument condamnable. Et là, et là, normalement, les médias devaient faire ça. Et en faisant ça, elle aurait évité que l'Occident avance toujours plus vers la criminalité. C'est les médias qui devraient remplir le rôle de protection des opprimés et donc éviter qu'un système, qu'un parti, qu'un gouvernement, qu'un pays oppresse un autre pays et avance vers la criminalité jusqu'au jour où il sera absolument condamné pour ses actes criminels. Donc, en fait, les médias, en se taisant, sont le pire ennemi de la démocratie et de ceux qui veulent défendre, de ceux qui veulent protéger. En voulant protéger un système oppressif, ils le condamnent. Voilà, en se taisant face à un homme politique qui avait l'habitude d'abuser de toutes les femmes qu'il rencontrait dans le truc, de se comporter hyper mal, etc. Ils l'ont laissé prendre du pouvoir là-dedans. Ils l'ont laissé s'affirmer alors que ça faisait des dizaines d'années qu'ils savaient que c'était un prédateur sexuel. Ils l'ont laissé jusqu'à ce qu'il devienne patron du FMI, etc., qu'il soit prêt à devenir le chef de l'État et qui avait des qualités sans doute formidables pour être un bon chef d'État. Mais en le laissant faire, au lieu de le critiquer, ils l'ont laissé aller jusqu'à la criminalité, jusqu'à faire un acte criminel qui a été condamné et qui l'a écarté complètement du système politique.
Voilà le problème, les médias. Et ça, les médias le font pour des pays qui oppressent d'autres pays. Au lieu de le critiquer, ils le laissent dériver jusqu'à ce qu'il devienne, jusqu'à ce qu'il soit condamné. Et ça veut dire que ce sont des faux amis. Un vrai ami, s'il voit qu'un de ses copains qui avance vers la délinquance, qui devient de plus en plus violent, etc., il va essayer de lui dire fais gaffe, tu prends un gros risque, soit tu vas te faire tuer, soit tu vas finir ta vie en prison, etc. S'il te plaît, arrête, je t'aime trop pour... Voilà. Eh bien, le système, il s'est auto-censuré, en fait. Voilà, le système, il a pris les médias en pensant qu'en faisant comme ça, il pouvait se permettre ce qu'il voulait. Les dominants, le système dominant, l'oligarchie en somme, voilà, le système dominant en prenant les médias, il s'est dit voilà, mais ça c'est naturel, il n'a pas réfléchi à ça, c'est un instinct, on veut neutraliser tout ce qui nous critique, c'est légitime. Sauf que la société et les médias auraient dû comprendre ça et lutter contre ces oligarques qui prenaient les médias et qui les faisaient taire en fait devant leurs propres abus. Et donc dans ces abus, il les condamne à aller vers le pire. Bon voilà, je suis obligé d'arrêter là parce que je vais aller faire un cours de yoga, mes amis. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Alors peut-être, et malheureusement, comme ça va vite, on ne peut pas mettre toute la subtilité parce que c'est encore beaucoup plus puissant que ça, la chose. Mais on avancera dans Étienne Barillier. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes parce que il s'intéresse à Arundhati Roy et à Chomsky, etc., Noam Chomsky, tout ça, leur façon, comment ils ont interprété cette chose. Donc ça m'intéresse de voir, et même de critiquer peut-être, très certainement, voilà, justement, voir comment Noam Chomsky, par exemple, que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un que j'apprécie, comment il a interprété ça. Est-ce que il est critiquable dans ce sens aussi, peut-être. Voilà, on verra tout ça. À très bientôt. Merci de votre écoute.